Marco Rubio demande à Annalena Baerbock de quitter les États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Sous Donald Trump et Rubio, les États-Unis semblent désormais tirer les conséquences et déclarer la guerre à la ligne globaliste. Tandis que Washington amorce un changement de cap radical et que Trump lance même sa propre organisation pour la paix, l'ONU perd de plus en plus d'importance. De nombreux pays ont déjà rejoint cette nouvelle alliance. Seule l'Allemagne continue de sacrer. Marco Rubio demande à Annalena Baerbock de quitter les États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Sous Donald Trump et Rubio, les États-Unis semblent désormais tirer les conséquences et déclarer la guerre à la ligne globaliste. Tandis que Washington amorce un changement de cap radical et que Trump lance même sa propre organisation pour la paix, l'ONU perd de plus en plus d'importance. De nombreux pays ont déjà rejoint cette nouvelle alliance. Seule l'Allemagne continue de s'accrocher obstinément aux anciennes structures. Ce qui se dessine en ce moment dépasse largement un simple désaccord diplomatique. C'est un véritable séisme géopolitique. Nous sommes en février 2026 et la politique mondiale est en train d'exploser. Annalena Baerbock, ancienne ministre allemande des Affaires étrangères et désormais présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, se tient devant le Parlement européen à Strasbourg et en vient presque à supplier pour obtenir des fonds. L'Union européenne doit payer ses contributions à temps et revoir les règles de remboursement afin d'éviter l'effondrement financier de l'ONU d'ici juillet, déplore-t-elle. Elle s'appuie sur les avertissements du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Pourquoi une telle urgence? Parce que les États-Unis, principal contributeur, ont réduit leur participation d'environ 17 milliards de dollars à peine 2 milliards. L'ONU avait demandé 23 milliards pour combler le déficit, après le retrait américain de 66 organisations, dont 31 institutions liées aux Nations Unies. Pour beaucoup d'observateurs, cela ressemble déjà au début de la fin pour l'ONU. Marco Rubio, vice-président des États-Unis, ne prend plus l'ONU au sérieux depuis l'arrivée de Baerbock à sa tête. Selon lui, l'organisation aurait perdu toute crédibilité sous sa direction. Et pourquoi ? Parce qu'il la considère comme l'incarnation même de l'échec des politiques écologistes. Une responsable politique accusée d'avoir contribué à la désindustrialisation de l'Allemagne, d'avoir mal géré la transition énergétique et de présenter l'immigration de masse comme une richesse. Rubio a déclaré en substance qu'il voyait mal pourquoi soutenir une organisation où siègent des responsables qu'il tient pour partiellement responsables du déclin de l'Europe. À ses yeux, ils auraient provoqué davantage de conflits qu'ils n'en ont résolus. Dans cette logique, l'arrivée d'Annalena Baerbock représenterait le moment où les Nations Unies auraient définitivement perdu leur stature. Certaines voix, encore plus dures au sein de l'administration Trump, vont même plus loin et estiment que certains responsables politiques devraient être expulsés sans délai des États-Unis. Le sénateur Ted Cruz, par exemple, a déclaré qu'Annalena Baerbock n'aurait plus rien à faire sur le sol américain. Il l'accuse de minimiser, voire d'encourager, des positions qu'il qualifie d'extrême gauche. Ces propos illustrent à quel point le ton s'est durci dans ce débat politique de plus en plus explosif. Revenons un instant à la conférence de sécurité de Munich. Marco Rubio y prend la parole et prononce un discours qui ressemble à un chef-d'œuvre diplomatique, mais qui au fond n'est rien d'autre que la vérité brutale que J.D. Vance avait déjà exprimée l'année précédente. Le public applaudit poliment, sans vraiment comprendre que Rubio dit exactement la même chose, simplement avec plus de douceur, là où Vance utilisait le marteau. Dans son intervention, il critique sévèrement la politique onusienne associée à Annalena Baerbock, les organisations supranationales comme l'OMS et l'ONU, ainsi que ce qu'il appelle le scandale climatique, et bien d'autres sujets. En tant que chef de la diplomatie, Rubio adopte un ton plus courtois
et plus diplomatique que J.D. Vance. Mais au final, tous deux défendent la même vision. Dans la salle, des responsables du SPD et des Verts applaudissent même son discours, sans apparemment se rendre compte que Rubio les critique ouvertement. Pour certains observateurs, la scène paraît tout simplement embarrassante. Comparé aux responsables américains, certains trouvent que nos dirigeants donnent parfois l'impression d'être hésitants et peu assurés. Rubio, lui, ne décrit pas la désindustrialisation comme un phénomène inévitable, mais comme une décision politique consciente qui conduirait l'économie européenne, et parfois américaine, droit dans le mur. Un peu comme ce que certains reprochent en Allemagne à la transition énergétique jugée ratée. L'abandon de certaines chaînes d'approvisionnement? Selon cette vision, ce ne serait pas une simple évolution mondiale, mais un choix assumé qui fragilise l'industrie. Quant à la migration de masse, Rubio ne la présente pas comme un phénomène isolé, mais comme un défi majeur qui, selon lui, pourrait ébranler les fondements mêmes de nos sociétés. Rubio appelle à une réaction collective. Selon lui, il serait possible d'enrayer la désindustrialisation, de renforcer la sécurité et de stimuler une nouvelle dynamique d'innovation, grâce notamment au développement du secteur spatial commercial occidental, à l'intelligence artificielle de pointe, à l'automatisation industrielle et à des systèmes de production plus flexibles. Il évoque également la création d'une chaîne d'approvisionnement occidentale pour les minerais critiques, afin de réduire les risques de dépendance stratégique. Dans cette perspective, coopération et commerce restent essentiels. Mais, insistait-il, des questions comme la migration doivent être maîtrisées pour permettre un véritable partenariat avec les États-Unis. Des propos qui rappellent fortement ceux de J.D. Vance l'année précédente. Rubio va même jusqu'à qualifier la migration de masse de menace pour les fondements de la civilisation en Allemagne. Pendant ce temps, dans les rues, certains manifestent contre l'extrême droite, une situation que ses partisans jugent profondément paradoxale. Et maintenant vient le moment le plus spectaculaire. Rubio s'attaque frontalement à Baerbock. Il critique le discours sur l'ordre mondial et les règles globales. Qu'est-ce que cela a réellement produit selon lui? Une démolition progressive de l'ONU. Il affirme que l'organisation possède du potentiel, mais qu'elle a échoué dans les moments décisifs. À Gaza, ce ne serait pas l'ONU qui aurait contribué à instaurer un fragile cessez-le-feu ou à faciliter les échanges de prisonniers, mais les États-Unis. Dans la guerre en Ukraine, là encore, l'ONU serait restée inefficace, tandis que Washington tenterait de réunir les parties autour de la table. En Iran, face au programme nucléaire, Rubio affirme que ce sont encore les États-Unis qui agissent réellement. Sa critique est dure, mais formulée avec un certain sens diplomatique. Certains le voient déjà comme un possible successeur de Donald Trump en raison de son habileté politique, bien différente du style beaucoup plus frontal de J.D. Vance. Rubio ou Vance? Pour certains partisans, l'un ou l'autre représenterait la prochaine étape. Et regardez maintenant qui les démocrates envisagent de présenter comme candidate. Alexandria Ocasio-Cortez, figure très marquée à gauche, et Kamala Harris. Pour les républicains, ce serait presque un cadeau politique. Prenez l'exemple d'Alexandria Ocasio-Cortez lors d'un échange à Munich. Interrogée sur la question de savoir si les États-Unis devraient défendre Taïwan par une intervention militaire, elle s'est lancée dans une réponse confuse. I think that this is such a, I think that this is a very long... Dans la salle, la tension était palpable. Certains commentateurs y voient le signe d'une faiblesse stratégique chez les démocrates. Selon cette analyse, si ces candidatures se confirmaient, les républicains pourraient en tirer un avantage considérable. Beaucoup imaginent déjà un avenir politique dominé par une nouvelle génération de dirigeants républicains, peut-être avec J.D. Vance ou Marco Rubio à la présidence. À l'inverse,
Les démocrates peinent, selon leurs critiques, à mettre en avant des candidats suffisamment convaincants. Mais revenons à la dernière charge de Rubio, ce qu'il appelle le culte du climat. Il critique vivement certaines politiques européennes qui, selon lui, renforcent leur capacité militaire face à la Russie, tout en prônant l'indépendance énergétique, mais en abandonnant l'énergie nucléaire, pourtant considérée par certains comme l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre cette indépendance. Rubio parle d'un culte climatique qui sacrifierait la prospérité économique au nom de l'idéologie. Dans ce discours, Baerbock est présenté comme l'un des symboles de cette politique climatique fortement idéologisée. Selon ses détracteurs, cette orientation, combinée à la migration de masse, marquerait un tournant culturel majeur pour les nations européennes. Et pour ceux qui ont applaudi ce discours lors de la conférence, certains commentateurs ironisent en disant qu'ils ont peut-être manqué leur café ce matin-là. Au fond, Rubio répète presque mot pour mot ce que J.D. Vance avait déjà affirmé l'année précédente. Mais Baerbock voit les choses tout autrement. Son appel ne concerne pas seulement l'argent ou les contributions financières. Elle insiste surtout sur la nécessité de préserver un système multilatéral fondé sur des règles. Sans citer directement Donald Trump, elle critique la politique américaine qu'elle décrit comme une forme de rapport de force brutal à l'égard même de ses alliés. Selon elle, l'ordre international est aujourd'hui menacé. Elle évoque plusieurs crises pour l'illustrer. Gaza, le Groenland, l'Iran, l'Ukraine ou encore le Venezuela. Elle accuse l'administration Trump d'avoir fait arrêter le président vénézuélien et d'avoir même évoqué l'annexion du Groenland, provoquant une grave tension avec le Danemark. Pour Baerbock, l'Europe doit apprendre à se détacher de la domination américaine. Quant au projet de Board of Peace lancé par Trump, elle y voit une tentative directe de marginaliser les Nations Unies. Et puis vient ce que certains décrivent comme le grand coup stratégique de Trump. Le 7 janvier, il décide de retirer les États-Unis de 66 organisations internationales, une application radicale du principe America First. L'objectif affiché, économiser des milliards de dollars d'argent public et envoyer un signal clair au monde. Fini, selon lui, de financer des bureaucraties internationales jugées inefficaces ou hostiles aux intérêts américains. Pour les Nations Unies, le choc financier est immense. Sans la contribution américaine, tout l'équilibre du système vacille. Trump suspend également les financements destinés à certains projets climatiques controversés, à des programmes accusés d'être idéologiques et à des structures administratives jugées trop lourdes. Le message est simple, réformer ou disparaître. Pour ses partisans, l'ONU serait devenue depuis longtemps une arène de rivalité géopolitique où des puissances comme la Chine étendent leur influence pendant que l'Occident paie la facture. Dans ce contexte, Marco Rubio s'oppose frontalement à Annalena Baerbock. Il affirme que l'AfD, aujourd'hui la principale force d'opposition en Allemagne, serait systématiquement tenue à l'écart du débat politique. Selon lui, les électeurs qui soutiennent ce parti méritent d'être entendus et représentés. Rubio évoque même une forme de diffamation politique et pose la question de l'équité démocratique. Lors de la conférence de sécurité de Munich, grand rendez-vous international consacré aux enjeux géopolitiques et stratégiques, il envoie un signal fort en rencontrant Alice Weidel. Pour ses partisans, ce geste symbolise un refus de l'exclusion politique et une volonté d'ouvrir le dialogue avec toutes les forces représentatives. Peu avant la candidature de Baerbock à un poste aux Nations Unies, le ton est encore monté d'un cran. Le point central du conflit, la Russie. Tandis que Donald Trump privilégie les discussions directes et va même jusqu'à téléphoner à Vladimir Poutine, Baerbock met en garde contre ce qu'elle appelle une paix de façade.
Marco Rubio réplique en dénonçant une forme de double standard. Selon lui, comment peut-on parler de démocratie crédible si des millions d'électeurs se sentent ignorés? Dans son dernier discours au Bundestag, Baerbock attaque frontalement l'AfD et la qualifie de menace pour la démocratie. Ses critiques y voient plutôt une tentative de délégitimer un adversaire politique. Parallèlement, de nombreuses plaintes et procédures judiciaires alimentent encore davantage la controverse. Un autre sujet enflamme les réseaux sociaux. Plusieurs affaires de perquisition liées à des commentaires jugés insultants suscitent l'indignation chez certains citoyens. Pour leurs détracteurs, ces mesures seraient une réaction excessive là où davantage de sang-froid serait nécessaire. Baerbock, de son côté, parle de démocratie capable de se défendre et insiste sur la nécessité de protéger les institutions. Marco Rubio va encore plus loin dans ses critiques. Dans plusieurs interviews, il affirme que les attaques politiques répétées de Baerbock contre le président américain risquent d'endommager les relations entre les deux pays. Dans un entretien accordé au Daily Mail, il explique en substance qu'il n'est pas particulièrement judicieux de tenter de faire pression publiquement sur le gouvernement des États-Unis. Si Marco Rubio décidait de se présenter à l'élection présidentielle de 2028, une hypothèse que de nombreux observateurs jugent plausible, il poursuivrait probablement la même ligne politique. Moins de structures multilatérales et davantage de politiques de puissance directe. Dans ce débat, l'ONU est régulièrement critiquée pour son rôle jugé limité dans la guerre en Ukraine, alors même que l'organisation continue de mobiliser d'importantes ressources financières. Les défenseurs du multilatéralisme contestent vigoureusement cette lecture et rappellent le rôle essentiel des institutions internationales. Mais une chose est certaine, la discussion est désormais lancée. Au final, une question plus large se pose. S'agit-il simplement d'un conflit personnel entre responsables politiques, ou bien du symbole d'un basculement géopolitique plus profond